Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens avec des bonnes nouvelles. Si vous avez suivi les précédentes, vous le savez déjà. Mais je vais revenir sur l'expérience du CRPE. J'ai passé 2 fois le concours. Une première fois l'an dernier en Master 1. C'était le CRPE 2021 qui était l'ancienne version du concours avant la réforme. Et j'ai passé, après l'avoir échoué, une deuxième fois le concours cette année, le CRPE 2022 réformé, que j'ai obtenu dans le département que je souhaitais. Donc premièrement, je suis extrêmement contente. Je pensais peut-être pas l'avoir dans le département que je voulais. Je pensais pas avoir le classement que j'ai eu. Je pensais plutôt être classée dans les 300, 350e et peut-être pas avoir mon premier vœu. Ce qui fait que j'aurais honnêtement refusé le concours, je pense, pour le repasser. Mais je n'en ai pas eu besoin et j'ai été classée, je crois, de mémoire 205e. Donc voilà, c'était quand même très chouette, une belle surprise. J'étais très contente et étonnée aussi. Parce que c'est toujours difficile de se positionner par rapport aux autres, sachant que là on était vraiment dans le noir. On n'avait même pas le seuil d'admissibilité quand on a passé les oraux, puisque dans mon académie, le Rhône cette année, ils ont décidé de donner les notes que à la toute fin du concours, après les résultats. Et ce même pour ceux qui avaient raté les écrits. Donc hyper frustrant pour eux, vraiment j'aurais pas pu gérer à leur place parce que en M1 quand j'ai géré l'échec des écrits déjà, honnêtement je pensais pas tant les avoir, mais il y avait un petit doute que ça passe de on sait jamais. J'ai raté de 1.25, ce qui au final n'était pas grand chose. Les peut-être 4-5 jours qu'il y a eu entre le moment du refus et les notes que j'avais eues, j'ai passé 5 jours à me dire que j'étais nulle, à me dévaloriser, à me dire que je savais rien et que sans doute j'avais raté en ayant 2 de moyenne. Donc pas du tout une drama queen visiblement. Clairement c'était totalement exagéré et en même temps fallait s'y attendre parce qu'on est sous le coup de l'émotion, c'est un concours, c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps, donc forcément il y a une grosse part émotionnelle, sentimentale liée à ça. Et souvent c'est des projets pour des gens qui tiennent à cœur. Donc on va revenir sur les erreurs à ne pas commettre quand vous allez au concours, que ce soit concours général mais en particulier le CRPE. Premièrement, je me suis rendu compte, après juste en sortant de l'épreuve de maths des écrits l'an dernier, parce que j'ai entendu des filles parler à côté d'un exercice scratch et je me disais c'est bizarre parce que ça me parle pas cet exercice alors que j'ai fait tout le sujet. J'avais fini largement en avance même si j'étais restée dans la salle. Vraiment une demi-heure à rien faire. Sauf que le moment où mon cerveau est en bas là, je suis bientôt à la fin de la partie 2 ou je sais plus, bah j'ai pas fait de pause. Je me suis dit non mais il te reste qu'un bout d'exercice, finis-le et tu prendras ta pause après. Sauf que du coup, j'ai fait preuve de manque d'attention. C'est une question que j'ai ratée, c'est sûr. Et en fait au dos de la page, il y avait un autre exercice scratch. Et donc non seulement j'ai perdu du temps sur un exercice avec un cerveau pas frais, mais en plus j'ai perdu des points bêtement sur un exercice que je savais faire juste parce que je n'ai pas fait attention. Et j'ai relu ma copie à la fin, sauf qu'en fait j'ai fait l'erreur. Donc relisez-vous, on vous le dit tout le temps, mais relisez-vous en comparant que vous avez bien toutes les questions liées au sujet. Donc pensez bien à recto, verso, regardez. On regarde le sujet 1A, j'ai bien le 1A, 1B, 1B et après on relit sa copie dans le contenu parce que vraiment j'aurais fait ça en fait, j'aurais eu le temps de me corriger, de gagner les points qui me manquaient et d'avoir les écrits déjà l'an dernier. Et peut-être ça m'aurait valu le concours, allez savoir. Donc bon, je l'avais hyper mauvaise et c'était juste ma faute parce que je n'ai pas su m'écouter. Mon cerveau m'a dit tu as besoin d'une pause maintenant et j'ai préféré me dire bah non, attends dans 5 minutes. Alors que ça ne change rien en fait que je la fasse maintenant quand j'en ai besoin et que mon corps et mon cerveau me le disent, que dans 5 minutes juste parce que j'aurai la tranquillité d'esprit soi-disant d'avoir fini une partie en ayant fait n'importe quoi. Donc chose importante, écoutez-vous, prenez des pauses, ce n'est jamais du temps perdu. Même en français quand j'ai rushé et que j'ai un peu bâclé ma conclusion, j'ai pris le temps d'aller aux toilettes et de faire une pause parce que bah, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne en fait. Il y a un moment on a besoin de s'aérer, on peut pas rester 4 heures, 3 heures dans une salle sur un sujet sans faire une pause pour s'aérer, ne serait-ce que manger un biscuit, boire de l'eau, respirer 2 minutes et se dire ok on reprend. Voilà, c'est inévitable. Ou alors vous êtes un robot, mais il faut savoir comment on fonctionne, faut savoir s'écouter, faut savoir quand est-ce qu'on a besoin de pause et pour ça faire des annales en conditions si possible, ça vous aidera à anticiper ces moments de pause. Ensuite, ce qui stresse un peu moins, c'est aussi l'habitude des lieux. La première année, j'étais un peu stressée de voir plein de monde, plein de monde. Pourtant ça se passe à Eurexpo et je connais Eurexpo, j'y suis déjà allée
plusieurs fois en tant que lyonnaise pour des festivals, etc., des expositions, mais jamais dans un esprit concours. Et vraiment, je me souviens de ce moment entre copines, on était en mode flippant de rentrer, de voir la salle immense avec toutes ces petites tables individuelles vides, plus l'ambiance était assez froide parce qu'on était en période Covid, tout le monde était masqué. Je pense que les correcteurs et enfin les surveillants étaient pas non plus hyper ravis des conditions et étaient un peu aussi tendus et stressés, ce qui fait que l'ambiance était tendue, c'était pas vraiment génial et c'était flippant de voir tout ce monde en fait dans une même salle. On n'avait pas forcément très bien accès à l'horloge, donc vraiment prenez une montre à vous qui ne soit pas une montre connectée. Si vous avez l'occasion d'aller visiter le lieu en amont juste pour voir comment c'est en gros, vous orienter par rapport aux portes, aux endroits, aux lieux, aux salles, même si c'est pour une exposition ou quoi, faites-le parce que c'est toujours mieux. Et c'est vrai que la deuxième fois que je suis allée à l'Eurexpo, même si on n'était pas dans le même hall et dans le même bâtiment précisément, c'était pas pareil. J'ai pas été étonnée de revoir toutes ces petites tables alignées. Les surveillants, en plus on était moins en Covid, on n'avait plus les masques obligatoires, toute l'équipe de surveillants était beaucoup plus chaleureuse et vraiment ça a énormément joué sur notre morale à tous, vraiment parce qu'ils étaient hyper gentils, contents d'être là, à nous dire bonne chance, bon courage, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit. Vraiment, ça a fait une différence émotionnelle, très clairement. En plus, c'est vrai qu'on était beaucoup moins nombreux la deuxième fois dans une grande salle vide, on se disait mais il y a beaucoup moins de candidats, donc ça joue en notre avantage. Donc faut aussi anticiper et avoir conscience de, même s'il y a beaucoup de candidats, dites-vous que c'est prévu comme ça, que ça va se passer comme ça, et s'il y a moins de candidats au final, et bah dites-vous que c'est du mieux pour vous en fait. Comme ça c'est qu'une surprise positive. Et c'est vrai que moi j'ai eu le sentiment à la fin des écrits déjà, du coup je sais pas si c'était prémonitoire entre guillemets ou juste une sensation, vraiment j'avais assez réussi, je savais qu'on était peu nombreux, qu'ils allaient virer peut-être que maximum un tiers des gens ou peut-être que 100 personnes même pas. Donc vraiment c'était très raisonnable et je me suis dit vraiment je pense pas, vu le recul que j'avais sur ce que j'avais rendu à l'écrit, que je me ferais recaler à cette étape là en fait. Donc je me suis dit, puis j'avais compris surtout aussi, après le premier refus, surtout, que le tri s'était effectué au précédent concours vraiment sur les écrits. Parce que comme en plus on était en période Covid, ils avaient pris moins de gens pour aller aux oraux, pour brasser moins de gens. Donc ça a aussi été en notre défaveur, donc ça aidait pas. Mais vraiment, regardez, comparez le nombre de gens qui sont admissibles au nombre de gens admis, au nombre de gens qui avaient au départ en présent, et regardez en termes de pourcentage dans l'académie qui vous intéresse, à quel moment l'académie trie vraiment les candidats, parce qu'on a l'impression que le tri se fait beaucoup à l'oral et c'est pas toujours le cas. Des fois ils trient vraiment énormément aux écrits et ça peut vous orienter de qu'est-ce qu'il faut vraiment prioriser à réussir. Moi j'avais énormément bossé les oraux en lectures diverses par rapport au métier, etc. Je m'étais énormément renseignée là-dessus parce que ça m'intéressait, que ça m'apportait quelque chose personnellement, mais ça ne m'aidait quasiment en rien pour les écrits et du coup ça a été un fardeau à traîner parce que c'est du temps que j'avais perdu à ne pas réviser les écrits, contrairement à plein d'autres gens qui ont juste bachoté bêtement les 3 dernières semaines et qui s'en sont mieux sortis. Voilà, donc faut être réaliste là-dessus. Bien sûr, il y a le conseil de prenez-y vous à l'avance, révisez pas à la dernière minute parce que même en ayant fait ça à l'avance, on regrette toujours de ne pas avoir eu assez de temps pour réviser et on regrette toujours de se dire ah mais si j'avais révisé ça, si j'avais pris le temps, et il y aura toujours des regrets. Donc faut vivre dès le début de l'année, dès septembre, on se dire ok je vais avoir le moins de regrets possible par rapport à ma préparation. Donc du coup forcément se laisser du temps de relecture, même si c'est chiant, même si honnêtement il y a des sujets, on arrive à la fin, on veut plus en entendre parler, on n'a pas envie de se relire 3-4 pages entières de rédaction, ça reste un minimum nécessaire et je dirais encore plus en français qu'en maths, même si en maths clairement ça m'aurait servi, vérifiez que vous n'avez pas sauté de questions mais relisez-vous au moins pour les épreuves rédigées, histoire, français, art par exemple, parce que c'est important. Moi en sciences cette année j'ai pris le temps de me relire et c'est difficile de se bloquer du temps de relecture parce que dès qu'on prend un peu de retard, et ben on se dit bah tant pis, ça va empiéter sur la relecture et c'est pas grave. Sauf qu'en fait si, c'est quand même grave parce que les points d'orthographe comptent, parce que vous pouvez faire un contresens, changer, avoir une idée en plus, enfin voilà, corriger quelque chose qui vous aurait coûté des points. On sait jamais, dans le doute on sait jamais. Donc essayez le plus possible de garder le planning temporel sous la main, dès le début d'épreuve vous dire ok, je regarde tout le sujet, je regarde les différentes parties, je vois ce qui va me prendre le plus de temps. En français on vous donne des indications de temps, d'heures pour telle partie, etc. Et souvent c'est juste, il n'y a pas de problème pour le français, c'est juste de l'entraînement de la rédaction. En maths par contre, ça dépendra beaucoup du sujet et pour la réforme, je vous conseillerais de regarder tout le sujet de maths et de comparer la longueur des exercices. Il y avait, je crois, 5 exercices
exercices indépendants. Et moi j'avais bêtement réparti ça en mode bah ok, mettons il faut 20-30 minutes pour faire chaque exercice, c'est ok. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Parce que les exercices ne sont pas de même longueur du tout. Donc des fois on va avoir des exercices très courts de proba statistique, de fonctions et tout. Et à côté on va avoir des choses extrêmement longues à faire. Littéralement il y a un premier exercice qui est en début de sujet. Il fallait quasiment 1 heure pour le faire. Bon, j'exagère peut-être, mais vraiment c'était beaucoup plus long que d'autres parties. Donc prenez en compte la longueur des exercices plutôt que d'arriver bêtement au concours et de vous dire ok je vais prendre tant de temps pour chaque exercice, parce que ça va fausser votre résultat final et votre avancée. Vous allez stresser en mode mince, je suis en retard, alors qu'en fait si vous prenez le schéma dans sa globalité, en fait vous n'avez pas tant de retard, c'est juste le temps normal qu'il faut pour cet exercice et que ce temps va se rattraper ailleurs. Ensuite, 2 autres conseils que j'avais mis par rapport à la première fois où j'avais passé le concours, que mes erreurs, mais grotesques, vraiment grotesques. J'ai un traitement médical où je prends des médicaments parce que j'ai des douleurs d'estomac, j'ai des brûlures d'estomac et c'est génétique, il y a une maladie qui a pour facteur le jeûne comme facteur aggravant, le stress, le manque de sommeil. Autant vous dire que en épreuve, quand vous commencez à 11h midi, vous n'avez pas hyper bien mangé ou quoi. Quand vous êtes là le matin à 8h, vous n'avez pas hyper bien mangé, vous êtes stressé, vous manquez un peu de sommeil parce que vous n'avez pas réussi à bien dormir. Donc tous les facteurs étaient là et je n'avais pas mes médicaments sur moi. Voilà, grossière erreur parce que je m'étais dit mais ça te servira pas. Voilà, c'est le concours, on n'est pas là pour ça. Bref, tu vas pas perdre du temps à prendre un médicament. En fait si, parce que pendant quelques heures de concours, j'ai été extrêmement inconfortable. J'avais mal, ça empêche de réfléchir correctement et vraiment il suffit que vous commenciez à prendre la migraine ou mal à la tête ou quoi, mieux vaut avoir tous les médicaments nécessaires sur soi au cas où dans un petit pilulier sur sa table ou autre, plutôt que de se laisser envahir par le problème. Ensuite, souvent les épreuves ont lieu dans des grands hangars, dans des grandes zones qui accueillent des expositions qui ne sont pas faites pour accueillir si peu de gens par mètre carré dans une activité aussi calme et passive que d'être assis et d'écrire. Donc en fait, en plus le concours se déroule mi-avril, on connaît les giboulées de mars etc. En avril il fait pas toujours extrêmement beau et chaud. Chaque fois que j'ai passé ce putain de concours en fait on s'est gelé le cul. Vraiment à chaque fois il faisait froid. Donc prenez plus si besoin. Prenez 2 écharpes, une pour votre cou, une pour mettre sous vos fesses sur votre chaise froide. Prenez des bons manteaux, voilà, parce que y a rien de pire que en plus de travailler dans le froid. Vraiment c'est insupportable. Donc anticipez cela et même si vous vous dites la veille ou quoi, ah il a prévu de faire beau ou quoi, on sait jamais le temps qu'il va faire dans le lieu prévu. Dans le doute, mieux vaut avoir trop que pas assez. Et enfin pour le matériel, il y a des trucs assez classiques, le préparer à l'avance, ne pas y toucher, de le laisser dans votre sac, même si vous allez d'abord en français, avoir toutes ces affaires de maths aussi dans son sac si besoin. C'est toujours ça de prix, on n'aura pas besoin à changer de sac entre 2 épreuves, on n'aura pas à s'inquiéter de ça. Vous pouvez prendre des petits sachets plastiques, alors ils étaient un peu nuls et ça dépendait des lieux de concours et des surveillants, mais ils nous disaient qu'on n'avait pas le droit aux trousses, donc hyper pratique quand t'as une toute petite table et tes 40 crayons pour t'étaler, c'est super. Ou sinon, fallait avoir... non, fallait tout sortir en fait sur son bureau et étaler. Moi j'avais prévu des petits sacs plastiques Ikea alimentaires, transparents, on voit très clairement à travers tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucun problème visuel pour checker le matériel, voilà. Et ils m'ont quand même demandé de tout vider, donc hyper pratique. Alors qu'en parallèle, il y a d'autres surveillants dans d'autres salles qui ont accepté le « Ah mais si vous avez des trousses et qu'elles sont transparentes, il n'y a pas de problème. » Bah faudrait savoir. Donc dans le doute, pensez que vous pouvez en avoir, pensez que mieux vaut l'avoir au cas où, et si c'est autorisé, bah tant mieux, sinon bah vous mettrez tout sur votre table et voilà. Peut-être un pot à crayon s'il est transparent, on sait jamais. Renseignez-vous sur les calculatrices parce que ça a changé à partir de la réforme. Je vais vous montrer la calculatrice que moi j'avais qui était incroyable. Alors voici la calculatrice que j'ai pris au concours cette année et le concours précédent. Elle coûte je crois 20-30 €, vraiment, en plus elle était en promo sur Amazon à ce moment-là. Je la recommande à 2000% parce qu'elle vous sera carrément utile pour le concours. Il y a des fonctionnalités incroyables. C'est la Casio FX92 Plus spéciale collège. Oui, on avait une calculatrice collège à l'époque, nous aussi. Donc je vous montre la calculatrice que moi j'avais. C'est une Casio FX92 Plus spéciale collège. Elle se présente comme ceci. Elle ressemble énormément aux précédentes calculatrices collège qu'on avait, qui marchent aussi. Mais avoir la nouvelle version vous permet d'avoir des fonctionnalités qui vont vous faire gagner un temps précieux au concours. Par exemple, on a une touche directement pour calculer le PGCD et le PPCM de 2 nombres. Donc vraiment, c'est de la folie. Ça affiche directement le tableau commun, etc. Ça peut vous faire gagner un temps précieux. Vous avez les décompositions. Demandez directement la décomposition d'une fraction et la poser, de faire une division euclidienne posée, il vous donne la réponse, etc. toute
faite. Donc ça peut vous permettre de vérifier un calcul ou juste, si on vous demande de poser une division euclidienne, bah de juste de la faire et d'être sûr que c'est pas faux, gagner du temps pour pas avoir à réfléchir là-dessus. Donc ça c'est hyper cool. Il y avait trois autres trucs aussi de sympa. Les pourcentages, les radians, tout ce que vous voulez. Et 6 trucs importants. Elle peut vous convertir des heures et des minutes en secondes, etc. Donc hyper pratique parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les concours. Donc ça permet de pas se tromper, d'avoir une réponse rapide, de se vérifier son calcul ou autre. Hyper chouette. Et je vous recommande la chaîne YouTube de chez Casio parce qu'ils ont des tutoriels qui sont très bien faits, qui expliquent plein d'astuces par rapport à cette calculatrice. Dans tous les cas, quelle que soit la calculatrice que vous choisissez, lisez le mode d'emploi, regardez des vidéos YouTube, renseignez-vous parce que ça peut vous faire gagner du temps et les calculatrices sont pleines de fonctions qu'on n'utilise jamais, qu'on ne connaît pas et qu'on se dit c'est pas important, une calculatrice je sais l'utiliser, alors que non. C'est technologique, il y a une vraie différence entre les nouvelles calculatrices, même collège de maintenant et celles que nous on a eu il y a longtemps. En plus on sait pas forcément, on se souvient pas toujours en fait de comment on utilise ou telle fonction. Donc faut s'entraîner avant, faut l'utiliser et faut vraiment s'entraîner avec la calculatrice qu'on utilisera au concours en amont. Donc n'achetez pas une calculatrice la veille du concours. On continue sur le point matériel. Je vais faire ma ragée sur 2-3 petites choses parce que vraiment il y a des choses qui me rendent folle. Premièrement, les stylos Friction vous oubliez. Vraiment vous oubliez. C'est dehors à la poubelle, on veut plus les voir ni en concours ni nulle part ni à l'école. C'est complètement ridicule de faire un concours national ou d'académie avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Il suffit de le frotter, de le laisser au soleil 2 minutes pour que ça s'efface et que ça devienne jaune. Votre copie soit illisible et le correcteur va jamais s'amuser à aller essayer de lire ce que vous aviez mis. Vraiment c'est un enfer. Faut arrêter ça. Des stylos qui écrivent bien, qui roulent, qui sont comme les Friction, il y en a plein. Il suffit juste de s'y prendre à l'avance, de chercher un truc qui ne s'efface pas. Et si, ah oui mais parce que je fais des ratures et tout c'est dégueulasse, apprenez à vous servir d'un blanco en souris ou juste d'un blanco. C'est pas grave de mettre du blanco sur sa feuille. J'ai mis du blanco sur ma feuille, je ne pense pas que ça m'a valu le moindre point de rature ou de présentation. Je préfère prendre le risque d'avoir à un moment une petite rature ou au pire juste, même si vous mettez pas de blanco, vous barrez proprement, vous réécrivez à côté, il n'y a pas de problème. Plutôt que de prendre un risque inutile avec un stylo qui s'efface. Je l'ai déjà dit, je ne le répéterai jamais assez. Ensuite, pour tout ce qui est matériel, personnellement, je cherchais le stylo parfait pour moi parce que je suis gauchère. J'ai besoin d'une encre qui sèche vite. J'aime bien le bic, mais je m'en lasse parce que ça ne va pas assez vite, ça me crispe. Enfin voilà, c'était pas propre et ça faisait pas une jolie écriture et j'avais envie de rendre une copie qui soit quand même esthétique et agréable pour le correcteur parce que ça compte inconsciemment. Et j'ai passé 1000 ans à chercher le stylo parfait, etc. Ce que j'ai fini par trouver chez Bic, c'est le Gelocity en 0.7 en taille de mine. Et donc c'est ni trop gros ni trop fin, c'est parfait pour moi. Ça roule vachement bien. Il y a des petits packs comme ça qu'on peut trouver sur Amazon qui sont moins chers que quand on les achète à l'unité dans le commerce si besoin. Il y a plein de couleurs différentes. Ils les vendent en pack. Et ça a été mes stylos préférés. Et ils sont conçus pour avoir une encre qui sèche rapidement. Donc même s'il faut faire un peu attention, honnêtement, même en étant gauchère et en repassant dessus, ça sèche suffisamment vite pour que je ne fasse pas non plus trop de bavure. Donc vraiment ça c'était très appréciable et je vous les recommande. Ensuite, autre point, ensuite je parle du matériel de mathématiques. Donc premièrement, tout ce qui est règles. Peut-être vous connaissez ces outils jaunes, c'est la marque Règle Équerre. C'est un modèle déposé et fabriqué en France de chez aleph-mat.fr à Moissart. C'est des petites choses qui se trouvent en papeterie. Honnêtement, je les ai achetées personnellement à la Papetéque à Lyon, mais on les retrouve, etc. C'est quand même de plus en plus connu. Je les avais déjà au collège et on nous les avait recommandées. C'est formidable. Alors, pour la règle, on a du coup les petites millimètres aussi dans l'autre sens. On a 2 points de repère pour vérifier des lignes parallèles ou des angles droits. Donc ça c'est hyper pratique dans un tout petit outil qui est fin, qui est plastique, qui est souple, mais qui ne va pas se déformer dans ce sens. On peut juste le déformer comme ça, c'est pas grave. Donc ça c'est cool, contrairement au Twist and Flex de chez je sais plus qui, parce qu'une Twist and Flex, bah, vous la flexez et tout c'est bien, sauf qu'en fait les graduations s'effacent avec le temps et surtout elle peut un peu se courber et décaler un peu les mesures, ça fait moins précis. Je vous le conseillerais pas. Et surtout, c'est autorisé au concours. Et ça, on ne va pas s'en priver. Parce que surtout sur le rapporteur, c'est vraiment magique. C'est-à-dire qu'on a tous les degrés dans les bons sens. On a de 0 à 180 jusqu'à 360, on a les moins quelque chose. Mais comme vous le voyez, on a aussi plein de petits repères de pi sur 2, pi sur 4, pi sur 6, les tan, etc., les cos, les sinus, les 0,2, 0,4, etc., 1 sur 2, racine de 2 sur 2, etc. Donc ça vous évite d'avoir à mémoriser toutes les
les formules. Ça vous fait un repère en plus pour vérifier très rapidement visuellement une figure. Donc c'est très clairement un indispensable tant que c'est autorisé, ce qui était le cas les 2 précédentes années, donc vraiment il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pour ce qui est des équerres, c'est ma bête noire parce que je vois de plus en plus, en tout cas je vois des équerres pourris qui en fait, une équerre ça sert à vérifier un angle droit. Si on a besoin de mesurer, on aimerait bien mesurer depuis le bord de la figure, c'est-à-dire souvent à un angle droit. En fait, si j'ai un carré ou un rectangle, je vais pas mesurer à partir d'ici ou à partir de là. Sauf que souvent il y a des équerres qui commencent leur graduation pas à l'endroit même de là où elle marque l'angle droit. Du coup, c'est bête parce que ça vous demande de décaler votre matériel pour vérifier la longueur ensuite. Alors que si vous faites attention quand vous achetez votre équerre à prendre une équerre qui commence bien sa graduation à l'angle, vraiment vous n'aurez pas de problème. Et idéalement, si vous prenez quelque chose de métallique, donc vous pouvez opter soit pour du plastique et dans ces cas-là, essayez d'être assez soigneux pour ne pas écorcher du coup ce bord-ci, ou alors prenez-la en métal. Dernier point matériel, c'est sur le compas et l'utilisation de stabilo. Pensez bien, moi j'avais pris plein de stabilo etc. Je m'en suis servi pour mes brouillons, pour le sujet, mais en aucun cas il est autorisé de mettre de la couleur sur ces copies car ça représente un signe distinctif. Donc ensuite pour le compas, je vous conseille un compas de bonne qualité. J'avais essayé celui de chez Emma parce qu'il était pas cher dans une petite boîte avec plein d'outils et tout. Je me suis dit ah ça a l'air super. Non, c'est non. Un bon compas, c'est un compas qui ne va pas s'effriter directement et s'écarter sous le poids. Si vous appuyez un petit peu vraiment pour tourner, etc., faire des arcs de cercle, l'utiliser, et bien si à la moindre pression, il finit par s'écarter comme ça et que vous perdez l'écartement, ça n'a aucun intérêt. Donc prenez un vrai bon compas qui va tenir, qui est solide et qui tient son écartement, qui est vraiment difficile à écarter. Celui-ci, c'en est un de chez Maped, vous le reconnaîtrez parce qu'il a le petit tambour rouge, il a une protection pour la mine, il a une protection pour sa pointe, et vraiment en fait cette petite embout rouge permet de fermer, de valider l'écartement ou non, c'est à dire qu'il est ouvert, j'écarte et pour garder mon écartement je referme. Et là, c'est beaucoup plus dur d'appuyer et de changer l'écartement. Ça reste faisable, on va pas se mentir, mais beaucoup plus difficilement que quelque chose qui ne va pas tenir la route et à la moindre pression va s'écarter sous le poids et du coup va littéralement bousiller ce qu'on a tracé. C'est des points matériels, mais c'est quand même très important en mathématiques et même avec des élèves. J'ai testé les séances compas en CE1 avec des compas qui tiennent pas. C'est un enfer et pour moi pour leur montrer et aussi pour eux parce que même moi j'arrive à galérer avec des mauvais compas. Donc j'imagine pas des élèves qui ont encore pas toutes leurs facultés motrices, qui ont du mal à prendre en main un nouvel outil, à savoir comment positionner leurs doigts, à avoir assez de pression sur une seule branche, etc. C'est un enfer pour eux. On passe du coup au conseil pour les oraux que je vais faire un peu de mémoire parce que je n'avais pas vraiment pris de notes même si je vois ce que j'ai en tête. Premièrement, reposez-vous, allez-y détendu, ça s'étale sur plusieurs jours donc c'est vraiment sympa dans le sens où selon l'heure à laquelle vous êtes convoqué, vous avez tout le reste de la journée de libre ou du moins vous avez qu'une seule double épreuve par jour donc ça aide un peu à mieux se concentrer etc. Profitez temps libre pour réviser les épreuves quand même, faire des lectures annexes, voilà. Allez-y détendu, c'est une question de posture professionnelle. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Ne soyez pas déçus ou choqués de vos notes à la fin parce qu'elles ne reflètent pas votre prestation, elle reflète uniquement de si le jury a voulu vous donner un maximum de points ou voulu vous saquer ou était un peu entre deux et vous a mis une note moyenne parce qu'il savait pas trop, qu'il était en mode on va voir et ensuite c'est un micmac de notes de sur l'ensemble comment vous vous en êtes sortis, mais les jurys sont là pour trancher parmi les candidats. Ils sont là pour virer les candidats qu'ils ne pensent pas être capables à même d'agir correctement face à des élèves en septembre. Donc voilà, c'est une question d'attitude. Oui, on peut le prendre mal parce qu'on se dit c'est que ils m'ont saqué donc ils me voyaient pas prof. Malheureusement oui, en fait, clairement on ne vous évalue pas que sur votre travail aux oraux, on vous évalue aussi sur votre posture, votre façon de parler, votre façon de présenter les choses, éventuellement bien sûr votre tenue. C'est illogique de venir avec une petite tenue de plage d'été etc. Même s'il faisait très chaud, j'ai fait l'effort de quand même prendre un blazer, d'avoir une tenue correcte etc. Même si c'était inconfortable par la chaleur, au moins visuellement on pouvait se projeter. Pensez systématiquement à être cordial même avant que l'épreuve commence et que le chrono se lance, à dire bonjour, être souriant, être chaleureux, être accueillant pour le jury. Sachez que
que eux ils voient de 7h30 du matin jusqu'à peut-être 18h le soir des candidats à la chaîne dans des salles toutes petites avec beaucoup de chaleur aussi que eux subissent. Voilà, pensez à boire entre les épreuves régulièrement, pensez aussi que souvent quand vous commencez la préparation, vous pouvez aller aux toilettes, mais très honnêtement, allez-y avant la préparation et l'épreuve parce que on prend jamais le temps sinon en fait d'y aller en préparation si vraiment vous êtes large. Et franchement ça m'est arrivé que je crois pour la fin de préparation maths français. Donc voilà, et honnêtement je sais pas si ce temps m'aurait pas été plus utile pour relire ce que j'avais prévu en maths français parce que ça m'a coûté un peu à l'oral dans le sens où on prévoit quelque chose à partir des documents fournis. Honnêtement, les documents fournis n'étaient pas toujours hyper chouettes et pas forcément logiques par rapport à ce que j'avais en tête ou voilà. On va jamais vous mettre des documents nuls, vraiment jamais. Mieux vaut quand même prendre les documents qu'il y a plutôt que d'inventer un truc que vous avez jamais vu, jamais mis en place. Ça c'est certain. Réfléchissez bien en profondeur aux documents. Par exemple, il y avait en français, j'étais tombée sur du CE2 je crois en écriture, production de texte et il y avait un petit texte etc. Et c'était sur Pierrot et Blandine, enfin je sais plus précisément mais un assez classique, un assez grand classique dans la culture commune que tout le monde a. Si je vous dis Pierrot, vous connaissez Pierrot, le chapeau en pointe, voilà la collerette, l'habit blanc, les petits boutons. On voit Pierrot. Et j'ai utilisé le texte, j'en ai parlé, j'ai cru aller en profondeur et à l'oral ils m'ont quand même posé des questions et je me suis dit ah il y a ça par exemple que j'avais pas dit. Pourquoi ce texte-là précisément, outre parce qu'on me l'a donné et que je l'ai pris parce que ça m'arrangeait bien, pourquoi celui-là il est intéressant? Parce qu'il véhicule quelque chose, il véhicule une culture commune auquel les parents vont pouvoir s'identifier, auquel tous et les élèves du coup on va construire des repères communs. Donc ça c'est important et donc voilà, essayez de creuser à fond tous les documents qu'on vous donne parce que même si vous les utilisez pas ça peut vous donner des idées. Ne vous fiez pas à visuellement le jury, il y a des jurys qui peuvent être totalement impassibles, qui vont rien laisser paraître ou vous allez avoir l'impression qu'ils sont froids alors qu'en fait ils vont vous mettre une bonne note ou peut-être l'inverse, des fois vous allez avoir des jurys très chaleureux et vous allez avoir une note horrible et vous allez pas comprendre. Ne vous fiez pas à cela, c'est une façade, ils sont des humains, c'est différent leur façon d'agir de la prestation que vous donnez et de si vous êtes calé pour le métier ou pas en fait. Donc voilà, c'est un peu frustrant, on a du mal à se positionner. Franchement, des fois mieux vaut ne pas chercher à se positionner et attendre de voir pour ne pas se faire de faux espoirs. Voilà, ne pas être trop déçu de sa note. Sachez qu'on ne peut pas les contester non plus. Et du coup, débrief, qu'est-ce qui fait que je l'ai eu cette année et pas l'an d'avant parce que je vois plein de gens qui l'ont pas au bout de la... J'avais vu des gens sur des groupes qui ne l'avaient pas au bout de la 7e, 8e fois, 9e fois. Et là, je pense qu'il faut se remettre en question. Au bout de la première, deuxième fois, c'est normal de pas l'avoir du premier coup parce qu'on n'y a jamais été, on connaît pas les épreuves, on n'a pas l'habitude du concours, on est souvent encore en formation, on n'a pas fini son master, on a beaucoup de choses à côté à gérer. C'est normal de pas être à 200% dans le concours et de peut-être pas l'avoir du premier. Même si je l'avais pas eu la deuxième fois, je l'aurais pas non plus hyper mal pris. Chaque fois qu'on y va et qu'on rate, c'est qu'on apprend. On apprend à comment gérer le concours. Il y a des gens qui vont être plus familiers des attendus que nous ou pas. Il y a des gens qui vont être déjà dans le métier, qui vont déjà être contractuels depuis plusieurs années et qui forcément auront un avantage. C'est comme ça, il faut être conscient de son retard, de ses avantages, de ses points forts et faibles pour les prendre en considération. Je sais qu'en master 1, j'avais fait l'erreur de pas assez réviser les écrits en comparaison des oraux. Cette année, ce qui fait que j'ai eu les écrits aussi, c'est parce que l'option est passée à l'écrit, donc moi ça m'a arrangé de passer les sciences à l'écrit et surtout toute la partie didactique est passée à l'oral, donc c'était vraiment beaucoup plus d'une notionnelle qui était fixe, qui ne va pas changer ou sur lequel on peut beaucoup moins se tromper à l'écrit, donc ça rassure entre guillemets. C'est pour ça aussi je pense que j'ai eu les écrits en plus du cadre qui fait que on était peu nombreux, ils ont pris beaucoup de gens pour trier plus à l'oral. Là en termes de ratio, nous ils ont trié quasiment autant à l'écrit qu'à l'oral, voire un peu plus à l'oral. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Moi je savais que j'étais peut-être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit l'an précédent, parce que du coup je n'ai pas eu l'occasion de montrer. Certes c'est injuste mais c'est comme ça, le concours malheureusement n'est pas vraiment fait pour être juste, on va pas se mentir. Cette année à l'oral, les épreuves du coup m'ont semblé assez similaires à ce qu'il y avait avant, mais j'ai été préparée, j'avais fait beaucoup de lectures annexes, donc j'ai pu juste les enrichir au fil du temps, donc c'est pour ça aussi que c'est passé. Et il y a aussi le fait que j'ai été alternante contractuelle sur le terrain pendant 1 an, ça a énormément changé ma vision des choses, ça m'a apporté des connaissances didactiques sur le terrain de ce qui marche, j'ai été confrontée à la réalité, même si on nous demande quand même d'être pas vraiment que dans la réalité du métier, et ils voudraient quelque chose de parfait dans les papiers, dans les petites lignes, dans les petits
cadre. Donc faut savoir la théorie, la didactique, qu'est-ce qu'ils attendent de nous idéalement, même si c'est inapplicable dans la réalité du métier, et pas que se focaliser sur la réalité, ça marchera pas, etc. Non, parce que ça, ils sont pas toujours tous prêts à l'entendre, pas toujours tous sur le terrain, on sait pas de quoi est composé notre jury, donc ça n'aide pas. Pour l'EPS, il y a vraiment des basiques à savoir dans n'importe quel domaine. Je vous ferai une vidéo sur le master parce que ça m'a beaucoup aidé personnellement et je vois beaucoup de gens qui sont en mode le master MEF, ça sert à rien, etc. Moi, je suis pas de cet avis et du coup, je trouve ça important d'en faire une vidéo plus détaillée de c'était quoi le contenu de mon master MEF, pourquoi il y a de si gros écarts avec d'autres master MEF, d'autres académies. Chaque INSPE a sa valeur et il faut pas se fier juste à le MEF en général, c'est nul. Voilà, ça c'est dit. Pour l'épreuve de langue, elle est optionnelle, c'est une nouveauté ou du moins quelque chose de remis au goût du jour parce que dans les anciens concours ça existait en termes d'options, ça avait été supprimé. Je vous recommande à 2000% de l'apprendre parce que ça ne vous apporte aucun malus. Mieux vaut l'apprendre, même si vous n'avez pas le temps de la préparer, même si vous avez l'impression que vous vous débrouillez en anglais mais que ce sera pas assez par rapport à quelqu'un de natif ou de quelqu'un qui parle couramment. Le niveau attendu, c'est le niveau qu'on est censé obtenir à la fin du bac. Donc ce niveau d'anglais, vous êtes déjà censé l'avoir. Plus si normalement vous avez fait le MEF ou si vous avez un minimum de conscience professionnelle, l'anglais s'enseigne à l'école. Pour l'enseigner, il va falloir forcément que vous ayez un bon accent, que vous sachiez les bases de l'anglais. Donc ça devrait vous suffire pour réussir cet oral au minimum, sachant qu'il n'y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Les jurys quasiment ne mettent jamais 10 ou moins, ça n'arrive quasiment jamais. Même si vous n'avez pas la moyenne, votre note n'est pas comptée dans le total de vos points, donc ça ne vous pénalisera pas. Donc c'est vraiment que du bonus, il y a que du bon à prendre. Personnellement, ils m'ont mis 20 sur 20 en anglais et honnêtement, je suis pas une craque en anglais, je me débrouille, je suis un peu à l'aise et j'ai l'habitude de m'exprimer en anglais, mais je suis loin d'avoir tout le vocabulaire, d'être parfaite en grammaire, en conjugaison, tout ce que vous voulez. Vraiment, il y a eu plein de moments où j'ai fait des faussetés, et voilà, j'étais un peu stressée, etc. Je m'en suis beaucoup mieux sortie sur par exemple les réponses questions à la fin de l'entretien en anglais avec les autres plutôt que directement la présentation en anglais de moi, de mon parcours, de ce que j'aimais, de pourquoi je voulais faire ça, etc. Je vous conseille un livre et on va revenir sur je ferai une vidéo à part pour les livres. Il y a des questions bateau qui sont à préparer, votre présentation vous pouvez la préparer en amont parce que c'est du basique, votre prénom, votre âge, pourquoi vous êtes là, c'était quoi vos études, pourquoi vous avez envie d'être enseignant, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier. C'est des choses basiques en anglais. Vous pouvez les apprendre par cœur, préparer votre présentation en amont et vous focalisez ensuite sur le sujet sur lequel vous tombez. Il y a vraiment pas de piège à ce niveau-là. Les jurys étaient hyper bienveillants, donc vraiment s'il y a un doute, allez-y à fond, il n'y a pas de doute à avoir. Même si vous préférez prendre option espagnole si elle y est, foncez. Et pour l'entretien, les connaissances du système éducatif, c'est des questions, j'allais dire c'est des questions bateau. Pas tant que ça finalement, il y en avait beaucoup auparavant. Là je trouve que c'est des questions un peu plus contemporaine, par exemple la question du port du voile. Vous êtes enseignant en maternelle, il y a une sortie cinéma, il y a un parent d'élève accompagnateur qui porte le voile, qu'est-ce que vous faites, est-ce que c'est ok? Alors ils vont pas vous dire qu'est-ce que vous faites, est-ce que c'est ok, ils vont souvent formaliser ça avec des choses très classiques, par exemple à quelle valeur du métier de la République ça se rapporte, par exemple. Donc c'est à vous de connaître le référentiel de professeur des écoles, du métier de fonctionnaire d'État, les grands thèmes de la République, laïcité, égalité, fraternité, tout ça, voilà. C'est des thèmes bateaux, ça se retrouve sur internet, il y a plein de fiches, il y a plein de livres à disposition pour lire. Je vous ferai une vidéo à part sur les livres que je recommande et qui m'ont vraiment servi pour le concours. Et voilà. Si je repense à d'autres choses à l'avenir, pour compléter cette vidéo, je les mettrai soit en description, soit en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions précises sur comment ça s'est passé, etc., le contenu des épreuves même. J'essaierai au mieux d'y répondre. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura aidé. On se retrouve très vite pour terminer ce thème entre guillemets concours bientôt. Ciao ciao.